Les objectifs de notre présentation seront de pouvoir comprendre pourquoi l'on dort, et spécifiquement la nuit, comprendre que les besoins en sommeil sont spécifiques à chacun, et enfin comprendre quels sont les facteurs qui favorisent le sommeil et quelles peuvent être les conséquences d'un mauvais sommeil. La première question à laquelle nous allons tenter de répondre est celle de savoir à quoi ça sert de dormir la nuit. Nous savons que plus nous restons éveillés et plus nous aurons besoin de dormir. Nous allons ressentir une certaine fatigue, ou plus précisément une dette de sommeil qui va s'accumuler tout au long de la journée. Et ce phénomène va porter le nom de dette homéostatique. Ce phénomène peut être représenté comme un tablier qui va se remplir au fur et à mesure des heures passées éveillées. Plus les activités seront intenses, qu'elles soient physiques ou intellectuelles, et plus le tablier se remplira et la pression du sommeil sera plus importante. Inversement, lorsque l'on dort, le sablier va se vider et la tête de sommeil va progressivement s'effacer. Cela signifie que l'homme produit son propre sommeil. Aussi, le sommeil sera différent en fonction de notre besoin de récupération. Une journée riche en activités permettra d'avoir du sommeil profond. À l'inverse, une journée plus stimulante va être responsable d'un sommeil plus léger, parfois même difficile à initier. Un autre processus régule également notre sommeil en le calant sur l'alternance journée. On va l'appeler horloge interne ou horloge circadienne qui est d'environ 24 heures. Cette horloge circadienne-là est située dans notre cerveau au sein d'une région appelée hypothalamus. Elle est très sensible à la luminosité et donc au rythme jour-nuit. Elle va donner le tempo à de nombreuses fonctions de notre organisme. Elle va guider la sécrétion d'une hormone essentielle pour le rythme veille-sommeil, qui est la mélatonine, qui, elle, augmente en fin de journée lorsque notre température corporelle commence à diminuer, participe à l'endormissement et atteint son pic de sécrétion lorsque notre température est la plus basse et où nous dormons le plus profondément. Le sommeil occupe le tiers de notre vie et cela n'est pas sans raison. Bien dormir, c'est aussi bien vivre. C'est grandir, c'est se réparer, c'est se construire et apprendre et comprendre. On sait très bien, par exemple, que nous ne mangeons pas uniquement parce que nous avons faim. Manger permet de grandir, d'être en bonne santé, de lutter contre certaines maladies. C'est exactement la même chose pour le sommeil. Nous ne dormons pas uniquement parce que nous sommes fatigués, mais le sommeil a de fonctions. À tout âge, le sommeil est important. Tout le monde dort et le sommeil est vital pour la maturation cérébrale, pour tout ce qui est processus cognitif, allant de la mémoire, l'attention, la concentration, le langage, au calcul. Pour l'appétit également, pour la régulation cardiovasculaire et pulmonaire, pour tout ce qui est comportement humain, pour l'humeur, pour les émotions, pour le système immunitaire et pour éviter tout ce qui est pathologie émergente telles que le diabète, l'hypertension, certaines formes d'épilepsie. Dormir au bon moment et en quantité suffisante sont donc des étapes nécessaires pour réussir et optimiser ses performances. L'assiette, selon beaucoup de travaux dans la littérature, est bénéfique pour la mémoire chez les nourrissons dès l'âge de 6 mois. Les siestes en classe améliorent la mémoire chez les enfants d'âge scolaire. Le sommeil est un élément qui favorise la créativité. La question qu'on peut se poser à présent, c'est celle de savoir est-ce que tout le monde dort? Les besoins en sommeil varient en fonction des personnes. Certaines personnes ont besoin de dormir 6 heures de temps, d'autres beaucoup plus, 10 heures de temps. Chez l'homme en particulier, on peut distinguer différentes typologies circadiennes génétiquement déterminées. On pourra parler de sujets courts dormeurs qui vont dormir moins de 6 heures de temps, de longs dormeurs qui vont dormir plus de 10 heures de temps et de moyens dormeurs qui seront dans l'intervalle déjà énuméré. On pourrait également avoir des sujets dits du soir qui vont se coucher tard et se lever tard et des sujets du matin qui vont se coucher tôt et se lever tôt. Le besoin en sommeil et la façon de dormir vont donc différer en fonction de l'âge. Ainsi,
Ainsi, on verra qu'un adulte aura un besoin moyen de sommeil entre 7 et 8 heures de temps, tandis qu'un nourrisson entre 3 et 12 mois aura un besoin beaucoup plus important entre 14 et 15 heures. De façon générale, on voit que le besoin de sommeil diminue. Cependant, aucune durée de sommeil n'est idéale. L'important, c'est de se sentir en pleine forme le matin et de respecter la quantité de sommeil dont on a besoin. Que faut-il donc faire pour éviter de faire bien? Dormir, c'est stopper l'activité des centres de l'éveil. Le soir, il faut donc réduire progressivement les stimulations, la lumière, le bruit et tout ce qui est excitation. Le retour au calme servira à ralentir l'activité cérébrale et progressivement éteindre les centres de l'éveil. L'obscurité permettra également la sécrétion de la mélatonine, donc permettra l'activation des circuits du sommeil et le cerveau va recevoir l'information qu'il est temps de dormir. Ainsi, pour bien dormir, c'est important d'établir une nette différenciation entre la journée et la nuit. Certaines personnes, notamment chez les enfants, vont adopter un rituel de coucher qui va aider à préparer le sommeil. Ce rituel doit être calme et associer des pensées agréables qui permettront à l'enfant d'associer bien-être et sommeil. Par exemple, se mettre en pyjama, aller aux toilettes, se brosser les dents, écouter une chanson calme, lire un livre, faire un câlin, faire de la relaxation, peut permettre à l'enfant de bien se sentir et ne pas appréhender l'heure du coucher. La peur de dormir existe chez de nombreux enfants. Ce rituel et les connaissances sur le sommeil permettront de réduire cette anxiété. À chacun sa façon de se préparer à dormir. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il faut une certaine régularité dans les horaires pour favoriser un endormissement rapide. Pour favoriser une ambiance calme et détendue vers tous, arrêter tout ce qui est activité stimulante et les écrans. Pour s'endormir vite, il faut connaître, il faut repérer et accepter d'écouter les signaux de notre sommeil. Ces signaux-là, ça peut être les yeux qui commencent à se fermer tout seuls, des bâillements, des petits frissons, qui signifient que le train du sommeil entre en garde. Alors, il ne faut pas penser à ce moment-là pour rester éveillé, il faut aller prendre son train. Sinon, si on le rate, on risque d'attendre le prochain train qui passera dans 90 minutes. Donc, l'environnement de sommeil doit être également euh, parfait. Il faut qu'il y ait un lieu consacré exclusivement au sommeil, sans écran, sans télévision, calme, aéré, ni trop chaud, ni trop froid, bien rangé et surtout sombre. Tout ce qui augmente la température corporelle est activité. Donc, le soir, par exemple, on évitera de faire du sport proche de l'heure de coucher ou de manger trop tard. Il faut optimiser son réveil pour mieux aborder la nuit. Plus notre réveil sera dynamique, plus notre horloge biologique sera bien entraînée et meilleurs seront également nos signaux de sommeil le soir. Après avoir émergé le matin, que ce soit grâce à une horloge ou un réveil par les parents, il faut mettre l'organisme en route en faisant des étirements, en ouvrant les fenêtres, en s'exposant à la lumière du jour, en prenant une douche chaude, par exemple. Il ne faut pas rater le petit déjeuner qui est le repas, le premier repas de la journée. C'est donc le carburant pour le cerveau pour la journée, qui va nous donner de l'énergie pour la journée. Il faut rester actif. Il ne faut pas traîner au lit ou dans un canapé de longue journée. Ou, si nécessaire, faire une petite sieste, mais pas plus de 45 minutes qui peut être réparée au milieu de la journée. Alors, ici sont résumés 10 conseils que la World Sleep Society a bien voulu nous donner. Et parmi ces 10 conseils, on retiendra justement cette régularité dans les horaires de coucher et de lever. Le fait de pouvoir faire une sieste, mais pas plus de 45 minutes. Le fait d'éviter tout ce qui est alcool et tabac. D'éviter la caféine proche de l'heure du coucher. De ne pas prendre de repas qui peuvent générer des reflux gastriques et perturber le sommeil. De faire de l'exercice régulier physique. D'avoir une literie confortable, d'éviter tout ce qui peut hausser la température corporelle, d'éviter tout ce qui est distraction ou excitant proche de leur coucher et de ne réserver la chambre à coucher que pour dormir. Les conséquences d'un mauvais sommeil peuvent être multiples. La réduction du temps de sommeil chez l'enfant par rapport à son besoin réel peut entraîner des difficultés, voire des échecs scolaires. Une durée excessive de sommeil pendant la journée au cours de la petite enfance peut être un indicateur précoce d'une mauvaise mémoire de travail à l'âge scolaire.
Une mauvaise consolidation du sommeil au cours des 2 premières années de vie peut être un facteur de risque pour l'apprentissage du langage. Le sommeil a un lien avec la réactivité émotionnelle. Les troubles précoces du sommeil sont associés à des difficultés émotionnelles et comportementales. Les troubles du sommeil sont associés à la consolidation des symptômes dépressifs. Des réveils nocturnes fréquents sont associés à une faible courbe de croissance chez les tout petits entre 12 et 15 mois. Et des travaux ont également montré que le volume de matière grise au niveau du cortex préfrontal à l'âge de 7 ans peut diminuer si ces sujets-là, dès l'âge de 2 ans, ont eu des troubles de sommeil. Alors, en conclusion, nous pouvons dire qu'il existe une plasticité cérébrale importante durant la petite enfance avant l'âge de 5 ans. Il s'agit d'une période assez sensible et privilégiée où réduire l'exposition à d'éventuels facteurs de risque pour le sommeil durant cette période a un effet protecteur dans la trajectoire du développement de l'enfant. Il est donc important d'agir en éduquant et en sensibilisant dès les premières années de vie sur l'importance et le maintien de